Un juge joue à vérité ou mensonge avec un enfant noir au tribunal, sans savoir qu'il est un génie juridique doté d'un QI élevé. La salle d'audience était bondée de spectateurs, chacun participant avec enthousiasme au spectacle de la justice qui se jouait devant eux. Les journalistes griffonnaient furieusement, leurs stylos grattant leurs bloc-notes comme un chœur de murmures anxieux, tandis que les caméras cliquaient dans un staccato rythmique capturant chaque nuance du drame qui se déroulait. L'air, chargé de tension et d'une odeur persistante de café, enveloppait la salle comme un nœud coulant invisible, se resserrant à chaque seconde qui passait. Au centre de tout cela, Elijah Carter, 17 ans, se tenait devant le juge, sa présence à la fois provocante et vulnérable, une énigme enveloppée dans une combinaison orange. Son jeune visage ne portait aucune trace de peur, seulement un calme étrange, ses yeux sombres scrutant la salle comme s'il mémorisait chaque visage, chaque mouvement, chaque changement subtil d'expression. Ses poignets, liés par des menottes en métal froid, servirent de rappel brutal des accusations qui menaçaient désormais de définir sa vie. Les médias l'avaient surnommé « prodige des rues », un jeune génie qui avait grandi sans rien mais avait réussi à ébranler les fondements mêmes du pouvoir. Mais l'accusation y voyait tout autre chose, un cerveau criminel, une anomalie dangereuse qu'il fallait neutraliser avant de pouvoir faire plus de dégâts. Le poids du jugement pesait sur lui, incarné par la silhouette imposante du juge Walter Grimshaw. Avec ses yeux bleus froids qui transperçaient Elijah comme deux poignards jumeaux, le juge tapait ses doigts sur le bois poli du banc, un battement de tambour rythmé qui signifiait son impatience croissante. Sa voix, profonde et inébranlable, tranchait la tension comme une lame. Il s'adressa à Elijah de manière formelle, ses mots précis, ne laissant aucune place à l'interprétation. Elijah Carter était accusé d'avoir piraté la base de données judiciaire de l'État de New York et d'avoir divulgué au public des dossiers de corruption scellés. Les preuves, déclara le juge, étaient accablantes. Le garçon était une menace, un élément rebelle qui avait osé défier le système même qui gouvernait la société. La question était simple. Comment plaiderait-il? Sans hésitation, Elijah répondit d'une voix ferme, sans aucune trace d'hésitation ou d'incertitude. Non coupable. La réponse fit des vagues dans la salle bondée. Les murmures gonflèrent comme une marée océanique s'écrasant contre les murs. L'affaire ne ressemblait à aucune autre. Elijah n'était pas seulement un jeune homme talentueux qui avait découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir. Il était un catalyseur, un perturbateur, l'étincelle qui avait déclenché une tempête de controverses. Ces fuites avaient mis au jour un labyrinthe de corruption si profondément enraciné que ses racines s'étendèrent jusqu'aux plus hauts échelons du pouvoir. Ces actions avaient déclenché des démissions, lancé des enquêtes et, dans certains cas, conduit à des morts mystérieuses et prématurées, des suicides selon les rapports, même si peu de gens croyaient qu'il s'agissait d'autre chose que de silence orchestré. Le procureur adjoint Raymond Kessler, un homme dont la présence même respirait l'autorité, ajusta sa cravate avant de s'avancer. Avec la méticulosité d'un orateur expérimenté, il présenta son cas, son ton vif mais contrôlé. Il a décrit Elijah non pas comme un jeune égaré, mais comme une menace. Un cybercriminel qui avait mis en danger la sécurité nationale, qui avait mis des vies en danger en divulguant des informations sensibles. La loi, a fait valoir Kessler, ne s'adaptait pas aux justiciers, ni ne faisait d'exception pour les adolescents prodiges ayant un penchant dangereux pour la défiance. Sa rhétorique était calculée, conçue pour instiller la peur, pour dépeindre Elijah comme un ennemi de l'ordre, un manipulateur imprudent des paysages numériques. Et puis, il a fait valoir ses arguments. L'accusation disposait de preuves irréfutables, prouvant qu'Elijah avait contourné même les pare-feux gouvernementaux les plus sécurisés pour orchestrer ses activités illicites. Il l'avait fait avec précision, laissant derrière lui une trace numérique de miettes de pain qui le menait directement au bout de ses doigts. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucune place au doute. Elijah Carter était coupable. Pourtant, debout devant le tribunal, Elijah resta imperturbable. Son regard, inébranlable, se fixa sur Kessler avec une intensité qui semblait presque amusée. Il ne protesta pas, ne tressaillit pas. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête, un mouvement subtil qui exprimait à la fois la curiosité et le défi. Il demanda si les preuves que détenait l'accusation étaient vraies, ou simplement une fabrication commode.
Sa voix ne s'éleva pas de colère ni ne trembla d'anxiété. Elle était mesurée, délibérée, un geste calculé dans un jeu dont peu de gens savaient qu'il était déjà en train de se jouer. La salle répondit avec intrigue. Un silence tomba sur la salle tandis que la question restait en suspens, suspendue comme une note non résolue dans une symphonie de conflits. Ce n'était pas un accusé ordinaire. Elijah était vif, son intellect était une lame aiguisée par des années de survie dans un monde qui l'avait sous-estimé à chaque tournant. Ses paroles n'étaient pas celles d'un garçon désespéré qui se démenait pour laver son nom, mais celles d'un stratège qui avait déjà commencé à démanteler le dossier de son adversaire avant même qu'il n'ait pleinement pris forme. Le juge Grimshaw, qui avait toujours été l'arbitre du contrôle, poussa un long soupir et frappa son maillet sur le banc. Son expression, bien qu'impassible, portait les signes révélateurs d'un homme qui savait reconnaître un adversaire digne de ce nom. Il n'était pas du genre à se laisser bercer, et pourtant, il s'agissait d'un garçon, à peine en âge de voter, qui transformait la salle d'audience en son propre champ de bataille intellectuelle. D'une voix qui portait le poids de l'autorité, le juge ordonna à l'accusation de poursuivre. Le procès venait à peine de commencer, et déjà, les lignes de bataille étaient tracées. La salle, qui bourdonnait autrefois de murmures spéculatifs, tomba dans un silence gêné. Chaque individu présent, journaliste, spectateur, fonctionnaire, sentait les courants sous-jacents de quelque chose de bien plus important qu'une simple affaire de cybercriminalité. Ils étaient venus s'attendre à un procès, mais ce qui les attendait était tout autre. C'était une guerre, menée non pas avec des armes, mais avec des mots, non pas avec la force brute, mais avec l'intellect. Et dans cette guerre, Elijah Carter se révélait un adversaire redoutable. Alors que le marteau résonnait dans la salle, le décor était planté pour ce qui allait devenir l'une des batailles juridiques les plus marquantes de la décennie. Elijah resta ferme, inébranlable, sachant pertinemment que les forces déployées contre lui étaient puissantes, impitoyables et prêtes à tout pour le faire taire. Mais il était prêt. Le jeu avait commencé, et il avait l'intention de gagner. 2 semaines avant son arrestation, Elijah Carter avait vécu dans un monde de secrets et d'ombres, naviguant à travers des fichiers cryptés et des rumeurs de corruption. La vie qu'il avait connue auparavant s'était déjà dissoute en quelque chose de méconnaissable, un paysage de dangers cachés et de poursuites incessantes. Tout avait commencé lorsqu'un informateur anonyme, quelqu'un connu uniquement sous le nom de Shadow, l'avait contacté par le biais de canaux sécurisés. Les dossiers qu'Elijah avait reçus n'avaient rien de moins qu'explosifs. Ils décrivaient un réseau de corruption si vaste, si profondément ancré dans les systèmes judiciaires et politiques, qu'il menaçait de faire s'effondrer les institutions même censées faire respecter la justice. Ces documents révélèrent des opérations de blanchiment d'argent, des comptes secrets offshore, des classements d'affaires frauduleux et l'orchestration de meurtres déguisés en morts accidentelles. Les noms associés à ces crimes n'étaient pas ceux de petits délinquants, mais ceux de certaines des personnalités les plus puissantes de l'État, des juges, des responsables de l'application des lois et des politiciens qui avaient bâti leur carrière sur la tromperie. Elijah avait passé des jours à décoder et à vérifier les informations, à recouper les détails avec les rapports antérieurs et les incohérences des décisions judiciaires. Il avait toujours été méticuleux, mais cette fois, il avait agi avec une urgence qui confinait au désespoir. Il savait que plus il conserverait ces informations, plus elles deviendraient dangereuses. Il ne se faisait aucune illusion sur ce qui lui arriverait si les personnes au pouvoir découvraient ce qu'il savait. Il n'y avait pas de refuge dans un monde où la vérité était la plus grande menace pour les puissants. Après s'être assuré de l'authenticité des dossiers, il avait fait ce qu'il croyait être juste. Il les avait communiqués à des journalistes indépendants, confiant que la divulgation publique servirait de bouclier ultime. Il s'attendait à une indignation, à une demande de justice, à une punition pour ceux qui avaient abusé de leur autorité. Au lieu de cela, il était devenu la proie. La réaction avait été immédiate et impitoyable. Quelques jours après les fuites, des témoins clés avaient disparu ou étaient morts prématurément dans des circonstances suspectes. Les médias, qui avaient jadis hâte de diffuser le scandale, s'étaient tus, les chaînes ayant mystérieusement rétracté leurs informations. Ceux qui avaient initialement soutenu les révélations s'étaient distancés, soit par peur, soit parce qu'ils s'étaient laissés acheter. Elijah avait commencé à voir des schémas, des fils invisibles reliant ceux qui avaient le plus à perdre.
Toutes les portes auxquelles il avait frappé pour demander de l'aide s'étaient discrètement refermées. Son monde s'était rétréci au point que chaque interaction, chaque pas à l'extérieur, lui donnait l'impression de tomber dans un piège soigneusement tendu. Il avait su que son temps était compté lorsqu'il avait remarqué la surveillance. Les mêmes voitures banalisées, stationnées près de son appartement, les coupures soudaines de ses connexions sécurisées, le sentiment subtil mais indubitable d'être surveillé. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une préparation à l'inévitable. La nuit précédant son arrestation, Elijah avait pris une dernière précaution. Il avait compilé une sauvegarde de tous les fichiers divulgués, les cryptant avec des couches de sécurité qui prendraient des semaines à craquer, même pour les systèmes les plus avancés. Il avait fait en sorte qu'ils soient envoyés en cas de disparition, une dernière protection contre les forces qui conspiraient contre lui. Pourtant, il avait sous-estimé la portée de ceux qui voulaient le faire taire. Sa capture avait été rapide et calculée. La police avait fait irruption dans son appartement au milieu de la nuit, leurs mouvements répétés, leur mandat déjà signé. Il n'y avait pas eu le temps de fuir, pas de place pour protester. L'accusation officielle avait été le piratage de la base de données judiciaires de l'État de New York, une accusation soigneusement élaborée destinée à le délégitimer. L'histoire avait été racontée si rapidement qu'au moment où il a été menotté et placé en détention, les médias l'avaient déjà présenté comme le méchant de l'histoire. Maintenant, alors qu'il était assis dans la salle d'audience, il a vu les visages de ceux qui avaient orchestré sa chute. Le sénateur Malcolm Grayson était parmi eux, son expression indéchiffrable, sa présence un avertissement silencieux. Derrière lui, 2 hommes en costume sombre chuchotaient entre eux, leur posture rigide, leurs yeux fixés sur Elijah comme des vautours encerclant leur proie. Il les reconnut pour ce qu'ils étaient, des agents d'une force invisible, des agents d'un système qui se nourrissait de silence. Elijah savait que son véritable crime n'avait jamais été le piratage informatique. Son crime avait été d'exposer la vérité, et pour cela, le système l'avait jugé trop dangereux pour être libéré. La tension dans la salle d'audience était palpable. Chaque mot prononcé portait plusieurs couches de sens. Chaque action était un mouvement calculé dans une bataille qui se déroulait à la vue de tous. Elijah avait passé sa vie à résoudre des énigmes complexes et il pouvait voir les pièces de celles-ci se mettre en place. Il l'avait piégé non seulement pour discréditer ses révélations, mais pour envoyer un message à quiconque osait défier l'ordre établi. Son arrestation n'avait pas été une question de justice, mais de contrôle. S'il pouvait faire de lui un exemple, alors la prochaine personne qui découvrirait la vérité réfléchirait à 2 fois avant de la révéler. Au fil de l'audience, il devint évident que l'accusation ne cherchait pas seulement à obtenir une condamnation, mais à les anéantir complètement. Chaque question, chaque élément de preuve présenté avait été conçu pour renforcer l'image d'Elijah comme cerveau du crime. Pourtant, autant il s'était préparé à cela, autant lui l'avait fait. Il avait anticipé leur stratégie, étudié leurs tactiques et mémorisé leurs faiblesses. Il savait que quelque part entre les murs de ce tribunal, il y avait encore des vestiges de la vérité qui attendaient d'être découverts. Son procès ne consistait pas seulement à se défendre, mais à les forcer à révéler leur propre corruption. Il ne se battait pas seulement pour sa liberté. Il se battait pour dénoncer la machine qui avait tenté de l'écraser. L'expression du juge restait impassible, mais Elijah pouvait voir quelque chose d'autre sous la surface. Le malaise. La salle d'audience ne se déroulait pas comme prévu. Chaque accusation lancée contre lui était accueillie par une contre-attaque, chaque élément de preuve disséqué avec précision. Il était censé être un accusé impuissant, mais au lieu de cela, il transformait le procès en un spectacle à part entière, forçant les personnes au pouvoir à affronter la réalité de leur propre tromperie. La guerre silencieuse qui avait commencé 2 semaines auparavant atteignait maintenant son stade le plus critique. Et Elijah savait que le prochain mouvement déterminerait tout. Il avait mis les pièces en mouvement bien avant d'entrer dans cette salle d'audience, et maintenant, tout ce qui restait était de voir comment le jeu se déroulerait. La salle d'audience était tombée dans un silence gêné, le poids de la procédure pesant sur tous ceux qui se trouvaient dans ses murs. Elijah Carter restait assis à la table de la défense, sa posture détendue, mais son esprit calculait chaque détail qui se déroulait devant lui. Le juge Walter Grimshaw ajusta ses lunettes puis se pencha en avant, ses yeux bleus perçants fixés sur l'adolescent devant lui.
La salle semblait être une cocotte minute, l'anticipation était palpable. Puis, d'un ton mesuré, le juge lança son test, un jeu qu'il appelait « Vérité ou mensonge ». Le défi était clair. Elijah répondrait à ses questions et le juge déterminerait s'il disait la vérité. Toute la salle d'audience était suspendue à l'instant, attendant l'échange qui scellerait le sort d'Elijah ou renverserait le cours du procès. Le juge Grimshaw commença, sa voix grave tranchant l'atmosphère pesante. Il demanda si Elijah avait piraté le système judiciaire, son ton ne laissant aucune place à une mauvaise interprétation. Sans perdre le rythme, Elijah nia l'accusation, gardant une voix ferme, imperturbable face à la présence imposante du juge. Le juge l'observa un long moment, étudiant son langage corporel, guettant la moindre hésitation, mais Elijah resta indéchiffrable. Il enchaîna ensuite avec une autre question, demandant si Elijah était responsable de la divulgation de dossiers confidentiels. Elijah a reconnu qu'il l'avait fait, mais il a présenté ses actes comme une quête de justice plutôt que comme un crime. Il a fait valoir que révéler la corruption n'était pas un délit, mais un acte nécessaire pour empêcher que de plus grandes injustices ne se poursuivent sans contrôle. L'expression du juge est restée neutre, mais il y a eu un changement dans l'air. Un changement subtil dans la façon dont la salle d'audience percevait le garçon devant eux. Ce n'était pas un accusé ordinaire. Il ne demandait pas la clémence ou le pardon. Il restait ferme dans ses convictions, maniant la logique et la raison comme un avocat chevronné plutôt que comme un adolescent confronté à des obstacles insurmontables. Le juge, cependant, n'était pas du genre à se laisser facilement influencer. Il s'est penché davantage, les doigts croisés devant lui, alors qu'il posait une autre question. Il voulait savoir si Elijah avait agi seul. La question était un piège, destiné à le coincer, à le forcer à commettre une erreur. Si Elijah admettait avoir reçu de l'aide, cela suggérerait une conspiration plus vaste, ajoutant du poids à l'accusation. S'il le niait trop vigoureusement, cela pourrait sembler répété. Il prit un moment avant de répondre, élaborant soigneusement ses mots. Elijah répondit d'une manière qui ne confirmait ni ne niait, renvoyant la question au juge, sous-entendant que s'il avait agi seul, alors ceux qui se trouvaient derrière les dossiers auraient fait plus d'efforts pour le faire taire. S'il avait des complices, ils auraient déjà disparu. Ces mots étaient calculés, sa logique impeccable, et cela a envoyé une nouvelle vague de malaise dans la salle. Le juge ne répondit pas immédiatement, son expression indéchiffrable alors qu'il tapait du doigt sur son bureau, considérant les implications de la réponse d'Elijah. Le silence se prolongea, le poids du moment suffocant, avant que le juge Grimshaw ne parle enfin à nouveau. Il demanda à Elijah s'il pensait être plus intelligent que le système. Cette fois, Elijah n'hésita pas. Il répondit avec une confiance inébranlable, déclarant qu'il ne pensait pas être plus intelligent que le système, mais qu'il croyait que le système était bien plus stupide qu'il ne voulait le croire. La déclaration a provoqué une vague de murmures dans la foule. Les journalistes ont griffonné furieusement, capturant chaque mot tandis que les lèvres du juge se pressaient en une fine ligne. Le procureur, Raymond Kessler, s'est déplacé sur son siège, sa frustration à peine dissimulée. Elijah avait non seulement répondu aux questions, mais il avait également exposé les failles du système en le faisant. Il ne se battait pas seulement pour lui-même, il révélait l'absurdité de l'institution même qui cherchait à le condamner. Le juge a expiré lourdement, son marteau frappant le banc pour rétablir l'ordre. Malgré ses tentatives de garder le contrôle, l'énergie dans la salle avait changé. La galerie ne regardait plus Elijah comme un criminel, mais comme quelqu'un qui pourrait très bien dire la vérité. Le juge Grimshaw a continué à poser les questions, son approche changeant légèrement. Il a demandé à Elijah ce qu'il savait de la base de données judiciaires, en insistant pour obtenir des détails, en essayant de le secouer. Elijah a répondu à chaque question avec précision, en fournissant suffisamment d'informations pour établir sa crédibilité, mais jamais assez pour l'incriminer lui-même. Ses paroles étaient un exercice d'équilibre, une manœuvre magistrale dans un procès conçu pour le piéger à chaque tournant. Il pouvait sentir la tension irradiée de l'accusation, la frustration silencieuse des politiciens assis dans l'auditoire. Il s'attendait à ce que ce soit simple, une affaire où le jeune hacker serait brisé sous le poids des preuves. Au lieu de cela, il transformait le procès en quelque chose de complètement différent. Et puis, comme pour renforcer encore le danger qu'il représentait pour ceux qui cherchaient à le faire tomber,
Elijah a déplacé le centre des questions sur le système lui-même. Il a souligné les incohérences dans les arguments de l'accusation, a remis en question la légitimité des prétendues preuves contre lui et a subtilement fait allusion à la corruption même qu'il avait révélée en premier lieu. Chaque réponse était une lame, tranchant le récit soigneusement construit qui avait été construit pour le détruire. Il n'était pas sur la défensive, il était sur l'offensive, démêlant les mensonges qui avaient été méticuleusement tissés autour de lui. Au moment où l'interrogatoire s'est terminé, l'ambiance dans la salle d'audience avait complètement changé. Elijah n'avait pas seulement survécu au jeu psychologique que le juge lui avait lancé, il l'avait maîtrisé. Les officiels présents dans la galerie n'étaient plus aussi sûrs d'eux-mêmes, et même le juge, malgré tous ses efforts pour rester impartial, semblait reconnaître que ce procès ne se déroulait plus comme prévu. Lorsque le marteau frappa une fois de plus, signalant une pause, Elijah se renversa dans son fauteuil, l'expression indéchiffrable. Il savait que le combat était loin d'être terminé, mais à cet instant, il avait remporté une bataille cruciale. Les juges s'attendaient à voir un garçon dépassé par le système, mais au lieu de cela, ils avaient vu un esprit capable de le défier à chaque tournant. Et pour ceux qui cherchaient à le faire taire, cette prise de conscience était plus dangereuse que n'importe quel crime dont ils l'avaient accusé. Le procès avait atteint son apogée, et le poids de chaque révélation pesait lourd dans l'air. Elijah Carter resta calme, sa posture ne trahissant aucun signe de malaise. Il savait que c'était le moment qui déciderait de tout. L'accusation avait tout mis en œuvre pour le convaincre. Témoignages d'experts, preuves fabriquées, récits trompeurs, mais rien de tout cela n'avait suffi à le faire craquer. Le dernier coup était désormais joué. Son avocat, Michael Lawson, prit une inspiration avant de s'avancer, sachant que ce qui allait suivre allait modifier l'équilibre des forces dans la salle d'audience. La défense avait une dernière chance de démonter le dossier contre Elijah, de révéler la tromperie qui l'avait amené ici. Michael Lawson commença à présenter les incohérences de l'accusation, soulignant les failles flagrantes de ses preuves. La soi-disant piste numérique reliant Elijah au piratage était criblée d'anomalies. Les horodatages ne correspondèrent pas et les méthodes utilisées étaient incompatibles avec ses capacités connues. L'accusation se tortillait lorsque ces détails furent dévoilés, leurs expressions autrefois confiantes devenant sombres. Mais ce n'était pas suffisant. Ils avaient construit leur dossier sur une illusion soigneusement structurée, et les illusions ne s'effondraient pas facilement. Elijah pouvait voir la tension dans la posture du juge, le léger frémissement de ses doigts alors qu'il écoutait. Ce n'était pas un homme convaincu de culpabilité, c'était un homme piégé dans un système qui exigeait qu'il obtienne un résultat prédéterminé. Puis, le coup de théâtre est arrivé. Une source anonyme avait soumis un élément de preuve qui allait bouleverser toute l'affaire. Les écrans de la salle d'audience se sont allumés tandis que de nouvelles images étaient diffusées. On y voyait un haut fonctionnaire du gouvernement accéder à la base de données judiciaires et y placer les prétendues preuves qui avaient piégé Elijah. Des exclamations ont retenti dans la galerie, le poids de la révélation s'écrasant sur les spectateurs comme un raz-de-marée. Les images étaient claires, indéniables. Les véritables coupables avaient laissé derrière eux leurs propres traces, et maintenant, le monde pouvait le voir. Raymond Kessler, le procureur principal, a immédiatement protesté, la voix haute, son désespoir apparent. Il a fait valoir que les images étaient irrecevables, qu'elles n'avaient pas de source vérifiée, qu'elles ne pouvaient pas être authentifiées. Le juge Grimshaw a hésité, mais il a ensuite rejeté l'objection. Le mal était déjà fait. Le jury l'avait vu. La salle d'audience l'avait vu. L'illusion de la culpabilité avait été brisée en un instant. Elijah resta immobile, observant les hauts fonctionnaires présents dans l'audience, échanger des regards silencieux, comme s'ils calculaient leur prochaine action. Le vent avait tourné, et ils devaient maintenant décider s'ils abandonnèrent le procès ou tentaient de sauver les décombres. Michael Lawson se précipita, profitant de l'occasion. Il exigea un réexamen immédiat de l'affaire, arguant que les preuves prouvaient qu'Elijah avait été piégé. Le juge, visiblement perturbé, annonça une suspension de séance. Mais Elijah savait ce que cela signifiait. Ils essayaient de gagner du temps. Les personnes qui avaient orchestré toute cette conspiration n'allèrent pas le laisser partir en liberté. L'enjeu était trop important pour eux. S'il était acquitté, tout le réseau de corruption serait dévoilé. Il n'était plus le seul à être jugé. Désormais, les personnes qui l'avaient placé ici l'étaient aussi.
Il jeta un coup d'œil au sénateur Malcolm Grayson, qui observait depuis le fond de la salle d'audience. Le visage du sénateur restait impassible, mais ses yeux trahissaient autre chose, un calcul. Grayson se demandait à quel point Elijah représentait une menace réelle. La pause se termina, et le juge revint, l'expression indéchiffrable. Le jury se rassembla à nouveau, leurs visages mêlant choc et détermination. La tension était étouffante. Le juge Grimshaw ajusta sa robe, puis appela les jurés à prononcer leur dernière déclaration. Michael Lawson se leva le premier, prononçant un puissant plaidoyer final qui dépeignait clairement la réalité de la situation. Elijah avait été piégé parce qu'il avait dénoncé la corruption au plus haut niveau. Il n'était pas le criminel dans cette salle d'audience, il était la victime. L'accusation, en revanche, s'efforçait de s'accrocher à son récit, mais les fissures s'étaient trop étendues. L'affaire se dénouait sous leurs yeux. Le jury délibéra pendant des heures, mais Elijah savait que ce n'était pas d'eux qu'il devait s'inquiéter. C'étaient des forces invisibles au-delà de cette salle, celles qui avaient tiré les ficelles depuis le début. Alors qu'il attendait le verdict, il pouvait sentir leur présence comme une tempête à l'horizon. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il aille aussi loin. Ils avaient supposé qu'il s'effondrerait, qu'il accepterait un arrangement à l'amiable, qu'il serait une autre victime balayée sous le tapis. Mais il avait survécu, et cela le rendait dangereux. Finalement, le jury revint. La salle d'audience devint silencieuse, tandis que le président du tribunal se levait, le verdict entre les mains. Il le lut à haute voix et, à ce moment-là, tout sembla ralentir. Elijah Carter fut déclaré non coupable. Les mots résonnèrent dans la salle, mais avant qu'il ne puisse les traiter, il vit des mouvements dans la galerie. Le sénateur Grayson partait déjà, parlant au téléphone. Les hommes en costume sombre qui avaient observé depuis le fond de la salle disparurent par une porte latérale. La victoire était réelle, mais la guerre était loin d'être terminée. Le juge rejeta l'affaire, mais Elijah ne célébra pas. Il se leva, son esprit parcourant déjà les possibilités. Il avait gagné aujourd'hui, mais maintenant il était plus que jamais une cible. Alors qu'il sortait, l'air frais lui frappant le visage, il savait que la bataille ne faisait que commencer. Quelque part dans la ville, les forces se regroupaient, planifiant leur prochaine action. Le procès avait révélé des failles dans le système, mais les gens qui avaient tenté de l'enterrer étaient toujours là. Il jeta un coup d'œil à Michael Lawson, qui hocha solennellement la tête, comprenant la vérité tacite qui existait entre eux. Ils s'étaient battus pour la justice, mais la justice n'était jamais simple. Le jeu n'était pas terminé, il ne faisait que commencer.